Bien, donc très heureuse de pouvoir vous raconter un petit peu quels ont été les débuts de cette organisation et en fait, c'est quelle est la méthode par laquelle cette organisation a toujours fonctionné. Et donc très heureuse parce que j'ai rejoint, c'est donc vers 71, 72, et jusqu'à présent, donc j'aurais jamais souhaité avoir une autre vie que celle que nous avons menée et de tous les combats que nous avons menés jusqu'à présent. Donc j'espère une demi-heure, c'est très petit par rapport à l'activisme fou, si vous voulez, que nous avons pu avoir. Donc maintenant, depuis une trentaine d'années, c'est sur tous les domaines. Donc je vais essayer juste de vous apporter un petit peu de clarté sur la méthode qui a toujours été la nôtre, ce qui est difficile pour certains, pour d'autres types de mouvements, si vous voulez, à comprendre, surtout les mouvements politiques. Voilà, et sinon nous avons tout le week-end, donc vous pouvez venir me questionner ou d'autres, si vous voulez, pour en savoir plus. Alors, donc le mouvement de Larouche a été fondé aux États-Unis. Quelque part, on va prendre une date, si vous voulez, quoique Larouche était actif en politique avant, mais prenons la date de 1967. Et donc Larouche, c'est pour ceux qui, peut-être il y en a certains qui ne le connaissent pas beaucoup, mais c'est un économiste, c'est un homme de grande culture, c'est un homme de la gauche progressiste, et c'est quelqu'un qui donc a connu de grands événements dans sa vie, c'est-à-dire qu'il a connu Roosevelt, Franklin Roosevelt et le New Deal aux États-Unis. C'est quelqu'un qui a fait la guerre aussi, non pas dans les combats directement parce qu'il était objecteur de conscience, mais dans le théâtre indien pour des tâches de logistique et d'assistance. Et là, il a eu aussi l'opportunité de voir ce que c'était que l'Empire britannique et de voir la brutalité de cet empire donc, par rapport à ses colonies. Voilà, c'est quelqu'un qui a vu tout ça et de près, et c'est sans doute, et il a vu surtout que lorsqu'il est rentré aux États-Unis, lorsque la guerre s'était finie, donc beaucoup d'Américains se sont couchés simplement, et ils sont rentrés dans la vie normale, ils ont abandonné le combat, alors que Roosevelt n'était plus là, et donc lui, il a décidé au contraire de le poursuivre. Et c'est quelqu'un qui aurait pu, c'est donc de par ses qualités, par son génie personnel, donc se vouer à une toute autre carrière, donc, mais qui, c'est donc en fonction de ce qu'il a vécu, sans doute, a voulu au contraire rentrer en politique et donc réellement se retrousser les manches pour changer son pays, changer le monde. Alors, ça, c'est donc. Alors, quel est le contexte dans lequel il intervient? Bien, 1967, nous fêtons, vous savez tous, l'anniversaire de mai 68. Donc, le contexte là-bas était à peu près le même qu'ici, sauf que là-bas, il y avait donc la jeunesse était totalement radicalisée en train de lutter contre la guerre du Vietnam, et ça, c'était une très bonne chose. Mais cette même jeunesse est devenue l'instrument par lequel des pouvoirs oligarchiques ont voulu se provoquer un paradigme brutal et violent dans la société occidentale de l'époque, un paradigme qui a transformé le monde d'un monde qui était sorti assagi de la Deuxième Guerre mondiale et qui s'était orienté vers la construction des nations, vers la raison, vers le progrès scientifique, vers l'élévation du niveau de vie de gens. Et ce genre de projet à long terme de la vie, par exemple, j'ai eu l'occasion, on pensait à cette époque qu'avec le progrès scientifique, on pouvait tout, aller évidemment dans l'espace, mais aussi guérir toutes les maladies, donc, quelles qu'elles soient. C'était une période d'optimisme scientifique, technologique et culturel très importante. Eh bien, il y a eu des changements politiques, je ne rentre pas en détail, mais c'est où des gens sont arrivés au pouvoir qui ont voulu transformer cette société-là dans une société, au contraire, avec la matrice de l'Empire romain, en fait, avec l'hédonisme de l'Empire romain, avec la drogue, les drogues qui étaient poussées à l'époque. Donc tout le monde le sait, mais c'est aussi les religions mystiques et irrationnelles du genre Jesus Christ Superstar,
c'était le type de choses à laquelle on était confronté étant jeune donc, à cette époque-là. Et surtout, donc, c'est une vie qui va être orientée vers le court terme, au niveau émotionnel, au niveau financier. Voilà, c'est ce genre de changement de paradigme culturel complètement profond. Et donc, Larouche, c'est ça le contexte qu'il a connu. Je vous montre quelques images ici. Voilà, ça, c'est les manifestations, une jeunesse donc, qui luttait contre la guerre du Vietnam, c'est partout. Mais ici, vous avez l'envers de la médaille aussi, c'était aussi le mouvement, en même temps, si vous voulez, le mouvement hippie, et c'est donc Make Love Not War, c'était Woodstock, c'était la drogue, et ce genre de choses. Et donc, Larouche décide donc d'entrer dans le combat à ce moment-là, et il va lancer donc son mouvement, un mouvement pour à la fois combattre la guerre du Vietnam et ce type de politique d'empire contre laquelle il était, mais en même temps pour combattre ce changement de paradigme qui allait nous amener à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui et qui fait que le monde ressemble de plus en plus donc au livre C'est le meilleur du monde de Huxley, c'est ce qui est aussi intéressant à lire. Donc je pense que c'est vraiment important de comprendre ce contexte-là pour voir nos politiques et pourquoi est-ce que nous faisons certaines choses, nous avons pris certaines orientations. Et donc, Larouche va recruter pas mal de jeunes donc, dans les meilleures universités américaines qui sont devenus membres de son mouvement, ce qui s'appelait à l'époque le Caucus national des comités ouvriers, en fait, qui était un mouvement influencé par le marxisme, mais déjà avec de contestations très importantes de ce marxisme-là. On va peut-être rentrer demain dans cette question-là. Mais donc, il y a les grandes grèves dans les universités et ce mouvement réussit, puisque nous avons ici... donc, c'est donc lors de la grève, il y a eu une très grande grève des étudiants contre la guerre du Vietnam, donc à l'université de Columbia en 1968. Et la personne que vous voyez ici, le troisième de la droite à la gauche, c'est Tony Papert, c'est un membre de notre mouvement qui est encore, qui est la personne qui fait la rédaction de la revue américaine, de notre revue américaine Executive Intelligence Review, c'est encore aujourd'hui, et qui était la personne qui avait mené qui a été clé donc, dans le fait de mener cette grève. Donc, c'est une réussite à ce niveau-là, et Larouche s'est retrouvé avec nous tous, les jeunes à cette époque-là, impacté par tout ce qui s'est passé autour de nous, et il a commencé à éduquer. Il a commencé par nous éduquer, par devenir un bon, ce qu'on pourrait appeler un bon coach d'un mouvement politique de très haut niveau, c'est-à-dire avec une exigence tout à fait confucéenne. Si vous lisez aujourd'hui Confucius, c'est-à-dire exigence d'intégrité donc personnelle, exigence intellectuelle, qu'on n'avait pas le droit de parler en politique si on n'était pas inspiré par les meilleures idées de l'histoire de l'homme, en sciences, en économie, en culture. Et c'est aussi donc, c'est une très grande exigence de défendre la vérité et de s'opposer à tout ce qui ressemble à l'opinion populaire à un moment donné, mais qui n'est pas fondée. Donc, ça donnait quoi? Donc, on étudiait beaucoup. Par exemple, ça c'était le livre. Aujourd'hui, nous avons le livre de Larouche traduit au français qui s'appelle « Alors, vous voulez savoir tout ce que vous voulez sur l'économie ». Et là, mais à l'époque, c'était Dialectical Economics. Donc, tous ces étudiants, si vous voulez, dans les facs, étudiaient ça avec Larouche, connaître l'économie, une conception de l'économie physique, et non pas l'économie libérale. Et déjà, c'est comme je dis auparavant, avec de fortes critiques de Marx. Donc, on étudiait ceci, et aussi, et donc, on étudiait le meilleur de la culture. C'était vraiment, il fallait
nous sortir de cette contre-culture qui s'était développée partout et à nous apprendre d'autres choses. Et donc, par exemple, une des choses qu'on discutait à l'époque, à laquelle on s'intéressait à l'époque, c'était Goya. On était tous plongés dans l'étude de Goya, c'est qui, dans ses caprichos, c'est par exemple, dit très clairement que le sommeil de la raison engendre des monstres. Et donc on s'intéressait à ça, cette façon de penser, de représenter cette réalité. Et aussi, donc on s'intéressait au meilleur de la culture classique, et c'était un grand moment sur l'étude de Beethoven. Donc, et même on rigolait, les autres mouvements politiques rigolaient de nous parce qu'on était tout le temps à parler de Beethoven. Alors qu'il y a tant d'autres musiciens, nous étions, par exemple, à nous pencher la tête sur cette œuvre-là, dont je vais vous jouer juste quelques extraits, qui est la grosse fugue de Beethoven, c'est opus 133, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler ou pas. Écouter tout, mais voilà, on comparait ça aux fugues de Bach. On essayait de comprendre quelle était la différence entre les fugues de Bach. Si vous les connaissez, elles sont beaucoup plus posées. Donc il y a une voix qui répond à l'autre. C'est un dialogue très donc un peu lent par rapport à ça. Et Beethoven, donc lui, va faire une condensation, c'est vraiment de ce langage. Et c'est quelque chose qui nous, évidemment, là ça a dû vous paraître comme quelque chose qui vient d'une autre planète, peut-être. Mais quand vous commencez à vous pencher dessus et que vous réfléchissez, je voyais que ça nous parle quelque part très profondément à nos pouvoirs créateurs, à nos pouvoirs de penser. Et donc, on étudiait tout ça. On parlait aussi beaucoup d'amour, si vous voulez, parce qu'on était en pleine contre-culture. Si vous voulez, c'était la libéralisation totale des mœurs. Et donc, c'était l'idée de bien comprendre. Il y a un texte qui circule, que j'ai vu, c'est là, cet après-midi, ici, c'est parmi nous. Un texte, mais à l'époque, donc, on discutait sur la différence entre l'éros, c'est-à-dire une forme d'amour sensuel rapide, superficiel, et l'agapé, c'est qui est l'amour, donc pour le bien de l'autre, qui n'attend rien en retour. Et donc jeune, nous avions peut-être 21, 22 ans, donc tout ça, c'était la première fois qu'on nous parlait de choses pareilles. Et donc on était complètement, on discutait de tout ça, et on découvrait, et donc en même temps, on militait. Alors on militait, c'était quoi? Quel était notre projet? Eh bien, notre projet, c'était rien de moins, si vous voulez, que de changer le monde. Voilà, nous voulions changer le monde. Le monde était entré en crise. Le monde, on avait vu
les frères Kennedy assassinés, on avait vu Martin Luther King assassiné, on avait vu Allende au Chili aussi. Donc pour nous, jeunes, c'était un monde très angoissant. Et donc le projet était de changer le monde. Et donc, de créer un mouvement international, parce qu'à l'époque, comme aujourd'hui, c'est encore plus évident. Donc c'était déjà à l'international que se décidaient les politiques, et pas au niveau national. Donc si nous voulions changer le monde, il fallait que nous-mêmes, nous soyons un mouvement international. Et en même temps, donc il fallait connaître notre propre collecte d'informations, si vous voulez, parce qu'on ne pouvait pas dépendre des autres. Donc on s'est installé, si vous voulez, avec des éléments rudimentaires, donc des téléx. Pour ceux qui se souviennent de ces machines anciennes, on avait chacun dans nos bureaux donc des téléx, et on communiquait tous les jours entre l'Allemagne, la France, l'Europe, les États-Unis, et on collectait nos propres informations sur la base d'informations locales, mais aussi corroborées avec des rencontres et tout ça. Et ça nous donnait un briefing international tous les jours. Alors, si vous voulez, la plupart les présidents, les partis de gouvernement peuvent avoir accès à ce type d'informations. Mais pour les partis petits et qui ne sont pas au pouvoir, donc je crois que nous sommes vraiment les seuls à avoir fait ça, et ça nous a donné tout de suite une vision beaucoup plus intéressante et claire du monde. C'est parce que dès que on voit encore aujourd'hui, dès que l'économiste de Londres donne une ligne, par exemple, contre la Chine, tout d'un coup, on voit donc tous les journaux qui, au niveau international, reprennent cette ligne. Et là, vous avez déjà une idée d'un réseau des gens qui sont des ennemis de conception que nous promouvons, en tout cas. Donc, c'était absolument crucial de créer cette capacité. Et ensuite, nous avons toujours eu cette stratégie de nous attaquer toujours aux causes des choses, et de bien savoir lorsqu'on doit traiter avec les ombres sur les parois de la caverne, donc que ce sont des ombres sur la paroi de la caverne dont les causes sont ailleurs, sont au niveau international, sont peut-être même pas en France. Donc ça, c'est très important à connaître, puisque effectivement, donc il suffit déjà de voir quelles sont les politiques européennes qui nous viennent de l'Union européenne pour comprendre ce qui est en train de se passer ici en France. Et donc après, remonter aux États-Unis, et c'est là qu'on va trouver un exemple. Mais donc il fallait avoir les causes, et il fallait surtout que nous, qu'on s'attaque toujours aux responsables, au plus haut niveau, aux gens qui ont vraiment le pouvoir. Et donc ça a donné une force très considérable, même si elle est petite, ou plus ou moins grande, mais considérable, parce que et c'est ce qui justifie des attaques parfois qui semblent énormes contre une force comme la nôtre qui est plutôt réduite actuellement. Parce qu'on est toujours en train de se mêler de ce qui ne nous regarde pas. C'est en train de fouiner, donc que qui fait quoi, qui est responsable de telle politique, et donc on devient très gênant, à cause de ça, grâce à ça, disons. Voilà, donc ça c'est dans l'approche que nous allons, que nous avons adoptée. Et voilà, et donc ayant décidé tout ça, donc nous avons décidé de nous armer de quelques publications d'abord. Donc on a créé aux États-Unis, c'est ensuite dans le reste du monde, donc deux revues, une qui s'appelait Guerre à la drogue, qui était importante parce qu'elle nous permettait non seulement d'attaquer la drogue comme phénomène de l'irrationnel de la culture qu'on voulait nous imposer, et de la dépendance, en fait, mais aussi c'est parce que dans les gens, donc derrière la drogue, il y a surtout des capitaux, des banques qui blanchissent l'argent et qui sont les véritables banquiers en complet beston. Et en même temps, donc on a créé une coalition anti-drogue, donc cette revue-là, que nous avons créée en 1980, qui s'appelle Guerre à la drogue, et qui paraissait tous les 3 mois et qui s'attaquait à la légalisation des drogues, c'est à toute la culture qui venait.
Et c'est une revue qui a eu un impact certain, puisque donc, lorsque je suis en train de parler d'une période dans les années 70 et 80, c'est dans laquelle il y a une poussée importante pour la légalisation des drogues, c'est qui vient d'en haut. Et donc, nous avons, avec cette revue, nos stands dans la rue, et des interventions, et donc, pu contribuer à contrer ça. Donc, même aujourd'hui, ça devient difficile de défendre donc, la légalisation pure et simple des drogues. Et donc, vous voyez ici un autre numéro, Guerre à la drogue, l'art de blanchir l'argent de Donald Reagan. C'est pas Ronald Reagan, c'est un autre Donald Reagan, etc. Donc, on a créé cette revue. Ensuite, on a créé une autre revue qui s'est appelée Fusion, que certains d'entre vous se rappellent sans doute encore, qui, elle, défendait le paradigme du progrès scientifique et technique, l'idée du progrès, et qui défendait l'énergie nucléaire, tout en disant qu'il fallait donc, continuer à la développer, mais donc défendre ce paradigme du progrès. Cette revue-là, aux États-Unis, est arrivée à avoir énormément plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. Et, si vous voulez, nous permettait d'être en contact avec tous les principaux centres de recherche américains sur la fusion, sur l'énergie nucléaire, mais aussi, après, ça va être clé, si vous voulez, pour promouvoir la politique de l'initiative de défense stratégique que nous avons promue aux États-Unis. Je reviens plus tard. Permettait de défendre ces politiques. Par exemple, nous avons créé une chose qui s'appelait le Club de la vie, qui dénonçait le malthusianisme, c'est-à-dire cette idée qu'il faut réduire la population parce qu'il y a des ressources limitées et qu'il y ait moins de gens. Nous avons toujours pensé que la population est une richesse et qu'une population éduquée est capable de découvrir toujours de nouvelles ressources. Et donc, ce club de la vie nous permettait de combattre contre ce malthusianisme pour le développement des pays du tiers-monde. Ensuite, Madame Larouche a créé l'Institut Schiller, et c'était l'Institut Schiller de politique étrangère républicaine, c'était son nom à l'origine, et il s'agissait de remettre de l'idéal en politique, l'idéal de Friedrich Schiller, le poète de l'Ode à la joie de Beethoven, qui est quelqu'un extrêmement, qui croit que c'est par le beau qu'on va changer les hommes, et par l'art, la culture. Et donc cette organisation est devenue quelque chose de très important pour combattre contre toute la contre-culture, la destruction de l'idée d'une culture qui élève les hommes. Voilà. Et sinon, donc, nous avons créé des partis politiques aussi, donc le Labour Party aux États-Unis, aujourd'hui le Larouche PAC. Ici en France, on était le Parti ouvrier européen pendant longtemps, et finalement, donc après, on est devenu, c'était en raison du fait qu'au départ, c'était Labour Party en anglais, qui est une conception plus vaste. Et donc là, on s'est retrouvé avec le Parti ouvrier européen. On devait toujours expliquer aux gens qu'on n'était pas des gauchistes. C'était un peu compliqué. Et donc, mais je reviens donc un peu plus tard sur tout ça. Alors, voilà, défendre un paradigme culturel des progrès scientifiques, des grandes cultures pour tous. Et donc défendre les pays en voie de développement, leur droit à se développer, élever le niveau de vie des gens. Ça, c'était les grands axes de notre politique. Et ça, c'est donc une chose qui était très importante à ça. C'est nous avons défendu à partir de 1975 l'idée d'une banque, de créer une banque internationale qui prêterait de l'argent à tous les pays pour les infrastructures. Nous avons appelé ça l'International Development Bank, IDB, et
cette banque, enfin, ces idées que nous avons défendues auprès du mouvement des non-alignés, c'est à l'époque, et partout, se trouve aujourd'hui incarné dans toutes ces institutions financières créées par la Chine, la Russie, et c'est par les BRICS, qui effectivement offrent la possibilité aux pays en voie de développement qui n'avaient pas accès à ce type de crédit parce que la Banque mondiale ne donnait pas, donc de réellement commencer leur processus de modernisation. Donc ça, c'est une victoire de nos idées, et c'est quelque chose auquel nous avons contribué. Donc, suite à ça, donc, dans les années 80, au début des années 80 et donc par la suite, notre mouvement s'est fortement développé à l'international. 1982, je ne sais pas si, je vais voir si ces photos peuvent vous dire quelque chose ou pas. Donc, à cette année-là, donc en 82, les Larouches sont en Inde. Ils rencontrent Indira Gandhi, la présidente de l'Inde, qui était la personne clé dans tout le mouvement de non-alignés de cette époque-là. Il retourne en 83. Donc, il n'y a pas de photos de Larouche avec Indira Gandhi. Il faut qu'on les demande au gouvernement indien, aux archives. Mais là, c'était en 82. En 83, il retourne aussi. Et si vous voulez, nous jouons, donc à plusieurs reprises, nous avons avec ces gouvernements qui essayaient de faire passer des politiques dont l'Occident ne voulait pas, nous avons été les relais aussi de ce qu'ils voulaient faire. Eux, ils ont été les relais de ce que nous avons essayé de faire, mais avec Gandhi, il y a eu un moment, un type de coopération comme ça. Alors, ensuite, en 1982, je pense aussi, donc, les Larouches vont au Mexique, c'est pour rencontrer le président mexicain en 82. Et ce président mexicain est quelqu'un qui s'appelle López Portillo, José López Portillo. Et en fait, c'est quelqu'un avec... et là, ça marche plus. Si. Ouais, okay. Bon, ça, c'est les deux Larouches. Et ils étaient là-bas. Donc, c'était très important parce que López Portillo, c'est quelqu'un qui recevait toutes les 2 semaines. Donc, la personne qui dirigeait notre mouvement au Mexique, c'est une femme très qualifiée, Maribilia Carrasco, pour discuter de la situation politique internationale de l'Amérique latine, des propositions. Donc, vous voyez, c'est le rôle d'intervention au plus haut niveau et avec les meilleures idées dans un moment donné. Et donc, López Portillo, donc avant de quitter le pouvoir, a effectivement fait une politique de moratoire sur la dette et avait nationalisé les banques mexicaines dans un contexte où ces pays-là, et le Mexique en particulier, avaient une dette énorme et le paiement de la dette, l'exigence du paiement de la dette par le Fonds monétaire international les empêchait de se développer. Alors cette dette, elle était encourue au Mexique en particulier parce qu'il y avait eu une chute massive du prix de pétrole, et donc le pays s'est trouvé donc, avec sa seule ressource complètement handicapé. Donc ça, c'était une chose. Sinon, après, donc, les Larouches ont été aussi... il y a eu une forte intervention après la chute du mur, notamment en Russie, des 2 Larouches, qui ont été qui ont noué des relations avec des cercles de l'Académie des sciences russes au niveau économique, au niveau du développement de l'Extrême-Orient, au niveau du développement des grands projets, comme le tunnel sous le détroit de Bering. Donc tout un dialogue très intense qui aboutit, par exemple, au fait qu'il y a un savant russe qui s'appelle Kuznetsov, qui s'est intéressé vraiment à la méthode Larouche et qui en a fait même une mesure de richesse qu'il appelait le Larouche, le lard, le Larouche.
Donc c'est une relation très, très intéressante et importante après la chute du mur. Et ça a joué sans doute un rôle clé aussi donc dans la possibilité de reconstruire ce pays-là après la période terrible de Yeltsin. Et ensuite, donc il y a évidemment toutes les interventions d'Elga Tsepelarouche en Chine, qui remontent donc assez tôt, c'est donc 1996 et sans doute avant, et qui ont contribué donc aussi au niveau de la politique de nouvelle route de la soie. Donc vous voyez, alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport donc là, vous voyez un certain nombre quelque part de batailles auxquelles on a contribué de façon importante, en termes d'idées et aussi en organisant, si vous voulez, un mouvement de citoyens donc, dans chaque pays, qui nous permet de faire entendre ces conceptions. Alors, si je pense à d'autres choses dans lesquelles on s'est mêlé et qui ont eu un impact certain, mais qui nous ont aussi attiré pas mal de problèmes. Il faut voir que on n'est pas non plus donc on est en train de toucher à des choses très sensibles. C'est par exemple la guerre à la drogue. C'est une revue qui a mené une campagne contre cette banque HSBC. Nous les avons accusés, si vous voulez, depuis les années 80 d'avoir partie liée au trafic de drogue, au blanchiment de la drogue. Et pourquoi? Parce que c'est une banque déjà avec une histoire dans le trafic de l'opium lors des guerres de l'opium contre la Chine, qu'ensuite elle se retrouvait être complètement elle s'est retrouvée être donc, dans les parties d'Asie où il y avait où l'on produisait de l'opium et on le récoltait et on le distribuait par la suite. Etc. Il y avait toute une série de critères qui nous ont amenés à dire cette banque-là, et aussi donc on avait des informations aussi, des échanges d'informations parfois avec des gens de la Drug Enforcement Agency américaine qui suivait ces choses-là. Et voilà. Et aujourd'hui, cette banque-là, depuis quelques années, 3-4 ans, elle a été condamnée à payer des amendes, et encore, il aurait fallu les fermer, les mettre tous en prison, enfin les chefs, puisqu'on les a attrapés à blanchir des millions de dollars d'argent sale entre le Mexique et les États-Unis, où ils arrivaient avec des voitures pleines de cash en provenance de la drogue. Et il y a eu plusieurs scandales autour de cette banque qui se sont soldés par des amendes assez importantes. C'est parce qu'on n'est pas dans une situation où quelqu'un va mettre en prison ces gens-là, c'est ce qu'il faudrait faire. Mais nous avons combattu cette banque, nous avons même aux États-Unis, pendant tout un temps empêché, nous sommes battus, c'est pour qu'elle n'ait pas un statut lui permettant d'agir aux États-Unis. Parce qu'elle voulait acheter une banque par laquelle elle pouvait donc, avoir le statut. Finalement, elle a pu acheter la banque et elle est rentrée au marché américain. Mais bon, ça c'est une chose que nous avons fait. Voilà, sinon, donc, l'autre chose, la chose qui a été vraiment, on a touché à des choses très, très, très importantes avec une politique magnifique, en fait. C'est avec l'initiative de défense stratégique qui a été promue qui a été adoptée par Reagan donc, le 23 mars 1983. Qui était une politique que Larouche avait proposée, qui n'a rien à voir avec celle qui a été présentée par les journaux, mais c'était quelque chose que Larouche avait proposé donc, depuis la fin des années 70, puisque les armes à laser, l'idée c'était que les deux pays, la Russie et les États-Unis, déploient conjointement des boucliers des lasers antimissiles, créant une situation dans laquelle il y avait une protection mutuelle suffisamment étanche
qui permettrait ensuite de réduire le niveau des armes nucléaires. Parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a ces armes nucléaires, tout le monde veut s'en débarrasser, mais comment sans devenir plus faibles. Donc et là, on trouvait la parade donc, qui permettrait donc, à ces deux pays de déployer conjointement ces boucliers antimissiles et de dire, OK, maintenant, nous réduisons les niveaux des armes nucléaires. Et en plus, on proposait qu'ils fassent ça de façon très ouverte sur le domaine civil, parce que les dépenses pour les lasers soient tout de suite, soit tout de suite donc, qu'on leur permette de contribuer au développement de l'économie civile. Donc, de cette façon-là, si vous voulez, de créer les conditions pour que la Russie puisse sortir de sa propre difficulté économique et les États-Unis aussi. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous a valu vraiment qui était très important et qui nous a valu aussi d'énormes problèmes, si vous voulez, parce que, évidemment, pas tout le monde était d'accord aux États-Unis. Tout le deep state s'était déjà mobilisé contre nous à cette époque-là pour avoir proposé ça. Et enfin, c'est pour la partie américaine. Il y a eu une autre chose qui a fait qu'ils se sont ligués, une véritable ligue contre nous, c'est le fait qu'en 85 ou 86, nos collègues ont emporté plusieurs victoires très importantes dans les élections américaines, notamment donc, dans l'Illinois, où deux membres du mouvement Larouche ont gagné la primaire pour vice-gouverneur de l'État, c'est un État fortement démocrate, et pour le poste de secrétaire d'État de cet État, de l'Illinois. Et donc, quand le Deep State ou les élites de Wall Street ont vu ça, c'était la panique absolument bleue. Et ils ont créé donc une force d'attaque contre la Rouge, le Get LaRouche Task Force. Et ils ont mobilisé les médias qu'ils contrôlent, le Washington Post, le New York Times. Donc alors parfois vous voyez des attaques contre nous. Donc oui, ils attaquent la reine d'Angleterre et ils attaquent, je ne sais plus maintenant, il y a trois choses qu'ils disent. Voilà, ils sont fous, les gens de la Rouge sont fous parce qu'ils ils accusent la reine d'Angleterre d'avoir promu la drogue. Et ils font deux autres choses. Et donc, pour les gens, c'est fou, ça, c'est fou. Donc, et c'est répété en boucle par tous les journaux, donc ça doit être vrai, etc. Mais ça vient de ce groupe de gens qui étaient assemblés littéralement pour nous empêcher de continuer sur notre lancée, donc pour gagner d'autres élections, à l'époque aux États-Unis. Bref, ça vous donne un petit peu des idées. Alors sinon, ici en France, nous étions peut-être, quand moi j'ai rejoint, nous étions à peu près 6 ici en France, ça devait être en 72. Et ce qui est intéressant, c'est que le mouvement de la Rouge avait donc l'impact qu'il avait, donc notamment la grève des Colombiens, etc. Donc était quelque chose qui commençait à se savoir en Europe, dans les milieux des jeunes qui avaient participé à mai 68 et qui étaient très déçus de ce qui s'est passé et qui voulaient continuer une lutte à un autre niveau. Et donc, d'ici de France, donc, il y a un groupe de gens qui avaient participé à mai 68, qui étaient des cagneux, donc un communiste, d'autres étaient trotskistes, d'autres étaient... Voilà, c'était un petit peu... Mais surtout, c'était, quelle que soit la chapelle d'où ils sortaient, ils étaient tous très déçus de ce qui s'était passé, ils cherchaient autre chose. Et donc, il y en a deux qui avaient été aux États-Unis à cette époque-là pour parler avec la Rouge. Ils ont fait le voyage pour aller le voir qui il était. Et au même moment, il y avait aussi un groupe d'Allemands qui avaient un profil un peu différent. Ils étaient étudiants en médecine, c'est aussi radicalisés, très musiciens, parce que l'Allemagne, c'est toujours
la musique classique. Et donc, parmi ces gens-là, il y avait Helga Zepp-Larouche, et donc, ils avaient été aussi aux États-Unis pour voir Larouche, c'est pour discuter avec lui, très sérieusement, pour voir s'il représentait cette alternative. Donc, voilà, nous sommes là. Il y a des groupes sur les qui SM, donc, je sais pas, en France, on était 6 à cette époque-là, rapidement 12. Ensuite, en Italie, on avait recruté un mouvement entier de 100 personnes. Et en Allemagne, on a dû être 30-40. En Suède, où il y avait donc aussi toute une base. Donc tout ça, a commencé à s'organiser. Et alors, au début, on s'adressait, si vous voulez, à la gauche de la gauche. Donc, je crois que j'ai oublié, j'avais ramené un bulletin international que j'ai trouvé de 1960. Je peux le ramener demain, donc vous pouvez le voir toucher. C'était un bulletin international dans lequel on proposait une alliance de tous les partis communistes, les partis socialistes de gauche, les jeunes socialistes et nous-mêmes, donc pour une politique donc de paix, de développement dans le monde, etc. Donc voilà, ça c'était les premières années. Donc après, on s'est aperçu qu'en fait, tout ce mouvement-là, ils ne pouvaient pas comprendre ce qu'on disait. Par exemple, même nous avions notre discours était de dire, voilà, si la finance continue à s'envoler de son côté et de l'autre côté, c'est l'économie physique, on va arriver rapidement à une situation comme celle des années 30 avec la menace d'un nouveau fascisme. Donc c'est la fuite en avant financière. Mais ces mouvements-là pensaient que voilà, une crise du capitalisme, ça n'allait plus avoir lieu parce que les capitalistes avaient trouvé la parade à ces crises, ce type de crise. Ils avaient introduit des régulateurs, etc. Et puis en plus, les questions culturelles, enfin, tout le projet que nous avions, ça ne les intéressait pas du tout. Et donc, du coup, on est passé, si vous voulez, on est passé à devenir un mouvement républicain de gauche, et en fait, CNR, en fait, c'est le Conseil national de la résistance, ce que beaucoup de gens admirent aujourd'hui, mais nous étions déjà là, à penser que l'alliance entre gaullistes et communistes, c'est sur laquelle la France s'est bâtie. Donc, après la guerre, c'était quelque chose d'important parce que ça permettait au pays d'avoir une base de discussion entre différents courants, la défense du progrès scientifique, technique et autres. Donc, voilà, et donc vous trouvez un très beau petit livre, enfin, il y a différents écrits que nous avons faits, dont un qui s'appelle La France après De Gaulle, où on reprend donc toute la tradition républicaine française, remontant à Colbert, donc Jaurès, Carnot, donc ces types de courants, républicain. Et voilà, sinon, donc, nous avons été très actifs en politique. Alors, il n'y a pas beaucoup de choses qui restent publiées là-dessus, mais nous avons participé à beaucoup d'élections. Par exemple, c'est en 1982, nous avons participé à une municipale à Thionville, en Lorraine, où donc on était vraiment, donc on est rentré en guerre contre le maire souverain communiste de la ville, et vraiment c'était le gros scandale qu'on essayait c'est que le Parti ouvrier européen, personne ne connaît, c'est quoi, donc mais c'était une entrée en matière assez forte. Après, donc on a eu, qu'est-ce qu'on avait eu dans cette élection, peut-être 2% ou Non, à l'époque, il y avait que 3 ou 4 partis. Oui. Le Front National n'existait pas. Oui. Donc, et les partis d'extrême gauche, ils vont occuper la place. Oui. Les sondages étaient de 7 à 10%. Uh-huh. Voilà, ils sont tombés sur nous comme un relon c'est ce qui. Alors après, donc, on a eu une campagne municipale à Yange, qui s'est très bien passée en fait, parce qu'on était nous-mêmes, nous défendions l'acier.
de conseiller général, oui. C'était une femme, une collègue de l'époque, Claude Albert, qui a eu pratiquement 4%. Donc c'était bien, mais toujours la bagarre pour nous empêcher de nous installer. Et enfin, donc, on a eu aussi des élections. Donc, on a participé à une législative en 86 où on avait, selon ma mémoire, autour de 250 candidats. Non, il y avait un peu de proportionnel. Et donc, nous avons été les premiers, en fait, à cette époque-là, à mettre des agriculteurs dans nos listes, à mettre des Français musulmans dans nos listes, parce que sinon, si personne ne le faisait à l'époque. Donc, ça, c'était bien. Et nous étions aussi l'un des 7 partis qui a eu autant de candidats et qui a eu le droit à la parole. Je pense que Jacques avait eu 8 minutes, si je ne m'abuse. Oui, 5 partis. Donc, voilà, c'était et enfin, donc, il faut parler de la piste des frites belges. Nous avons aussi monté une cantonale, une élection cantonale à Lyon. À Lyon, donc avec une trentaine de personnes. Très rapidement, c'était des gens que nous rencontrions, nous leur expliquions notre programme et qui ont voulu participer avec nous à cette élection. Il fallait qu'ils signent 3 documents, nous sommes candidats, etc. Bref, donc la liste a été annoncée et ça a été vraiment la panique des élites lyonnaises. On attaquait très fortement Raymond Barre, c'est probablement pour ça. Et donc, ils ont été... donc, nous avions... C'était une liste dont la moyenne d'âge était d'une cinquantaine d'années, 55 ans. Mais il y avait un monsieur qui avait 88 ans, qui était avec nous, monsieur Mallard. Et il y avait aussi des jeunes. Alors, la presse s'est emparée de cette liste. Ils ont commencé à voir, oui, un monsieur 88 ans, etc. Et tout d'un coup, nous étions à la une des journaux, le papy-boom le papy-boom de Cantonal. Ils ont essayé de faire un scandale sur ça. En fait, donc on a contre-organisé, on a riposté. On a organisé une manifestation à laquelle M. Mallard, le monsieur de 88 ans, était là à nous défendre politiquement mieux que les jeunes, pratiquement. Enfin bref, ça a été donc au niveau électoral, ça a été donc nous y sommes toujours. C'est vraiment la tentative de nous exclure parce que nous représentons en fait le retour à cette politique gaulliste dont ils veulent absolument pas, enfin d'indépendance de la nation, de contact avec les politiques eurasiatiques et autres. Enfin bref, ça c'est les choses qui me sont venues en tête. Donc évidemment, les 3 campagnes présidentielles de Jacques, vous les connaissez. Donc c'était plus les choses qui ont précédé. Ça c'est vraiment une toute petite partie des choses que nous avons faites. Je ne sais pas si on a le droit d'avoir des questions ou pas. Ok, voilà, question. De tout ce qu'on venait quand même de suivre par votre attention, j'ai eu une simple question, quand même, si j'ai bien mémorisé ce qui était dit. En effet, ces mouvements ne datent pas d'aujourd'hui, comme j'aurais dû les penser. Mais c'est un mouvement qui date quand même de plus d'1 siècle et qu'on a eu quand même des têtes pensantes qui ont quand même été derrière ces mouvements. Donc, la seule chose que j'aurais quand même aimé à ce qu'on puisse quand même me répondre ici, à quand on pourra faire le maximum pour que ce mouvement soit quand même émergé et bien épanouir dans le reste de l'outre-mer. Ben, je crois que le moment est maintenant, en fait, parce que ce qu'on voit, c'est un effondrement de plus en plus grand de toutes les
l'élite politique de ces pays-là, le système économique occidental. Donc on est devant des pays occidentaux qui sont moins tenus. Donc il y a une crise très forte. Et donc ils ne peuvent plus simplement empêcher les contestataires de s'exprimer ou créer toutes sortes de pseudo-partis qui représentent en fait de la gauche à la droite leur politique et qui empêchent des gens nouveaux d'émerger. Donc c'est déjà l'élection présidentielle de 2000, la dernière, donc a été différente pour Jacques que les premières, où il y a eu vraiment une hostilité absolument énorme. C'est peut-être reflétant donc les derniers restes des mouvements de Focard et tout ça. Déjà, ça a été mieux. Donc le taux est en train de se desserrer. Et la possibilité, une grosse crise, c'est la possibilité de rebondir et de pouvoir parler à des gens qui autrement ne nous écoutaient absolument pas. Donc là, le moment est le bon. Donc il faut qu'on reconstitue nos forces. C'est pour ça que nous sommes tous là et qu'on ait la possibilité d'intervenir de façon beaucoup plus massive, donc au niveau national et en Outre-mer, évidemment. S'il y a d'autres questions, oui, là-bas. Tout d'abord, merci pour cette histoire. Ici, Christine, devant toi. J'ai appris des choses, pourtant je pensais en connaître pas mal. Et en fait, la façon dont tu l'as présenté est vraiment très bien parce que ça donne vraiment envie de participer. Ça serait, je pense, un superbe outil de communication, de promotion du mouvement, de le mettre sur le site internet ou d'en faire une synthèse si ça n'existe pas déjà. En fait, c'est vrai donc on a beaucoup de choses pour l'Institut Schiller et au niveau international. Donc il y a un très bon document que vous pouvez télécharger qui fait tout l'historique de toute notre politique à l'égard des pays du tiers-monde et tout ça, avec des photos. Les photos que je suis en train de montrer, ils sont, y compris celle-ci de Mme Larouche, qui vient de fonder l'Institut Schiller. Mais pour la France, c'est vrai que comme donc, le POE n'existe pas et qu'on avait fait beaucoup de choses avec ce POE, donc on doit le reconstituer, effectivement. Donc même pour cette présentation, j'ai commencé à voir, tiens, je vais chercher tout ce que nous avons sur le site, zéro, c'est presque zéro. Donc nous avons fait des conférences, mais vraiment, nous avons fondé le Club de la Vie, par exemple, c'est en France. On avait 700 personnes à la fondation de ce Club de la Vie, avec des invités comme par exemple Marie-Madeleine Fourcade, qui était la chef du réseau Alliance de la Résistance, qui est venue parler à cette conférence. Nous avons fait beaucoup de mobilisations pour Colbert. On a eu même des chars fleuris. C'est donc à une époque, lorsque la droite est devenue complètement libérale, on a voulu défendre Colbert avec beaucoup de conférences. Et on avait, un jour même, on s'est baladé en Paris avec un char fleuri, un char commémoratif avec Colbert et tout ça, toute une explication. Donc, des tonnes de choses. On a eu, nous aussi, si vous voulez, un rôle très important dans la bataille pour l'initiative de défense stratégique. Nous l'avons fait ici en France aussi, vu l'importance de la France en tant que puissance nucléaire. Et donc, l'année avant que Reagan annonce sa décision de construire ce système de défense, nous étions déjà en train de faire de grandes conférences, par exemple au cercle militaire, où nous avons briefé avec nos équipes si vous voulez, tout ce qui comptait au niveau de l'état-major et de la défense en France. Et après, lorsque Reagan a annoncé donc, sa politique, donc, nous avions eu une conférence au Lutetia, où nous avons eu plusieurs centaines de personnes qui sont venues, peut-être 300 ou 400 personnes. Donc tout ça, actuellement, effectivement, il faut qu'on fasse un effort pour le faire, pour le faire connaître.
Oui. Quel a été le rôle de l'organisation internationale dans la politique chinoise des nouvelles routes de la soie? Ça a été donc, important, très important. D'une part parce que on a toujours eu cette politique, on a toujours défendu, nous, cette politique eurasiatique, même avant les routes de la soie, etc. Même avant la chute du mur, on était là-dessus. Parce que, et donc, lorsqu'il y a eu la chute du mur, donc on est en 89, on a tout de suite, donc on a proposé la politique de triangle. On appelle ça le triangle. Voilà. Donc, le mur tombe et nous disons, voilà, tout de suite, il faut que l'Europe de l'Ouest aide à reconstruire l'Europe de l'Est. Parce que toutes les infrastructures étaient délabrées là-bas. Il y avait une grande pauvreté. Donc, dans pas mal, enfin, les gens ne vivaient pas bien du tout. Et donc, nous avons dit, voilà, il faut prendre le cœur industriel de l'Europe et décider dans ce qu'on appelle un programme à marche forcée pour aller reconstruire les infrastructures en Europe de l'Est et créer les conditions d'une véritable paix et faire en sorte que ces gens-là vivent mieux et que l'Europe elle-même, l'Europe de l'Ouest, redevienne une zone productive, ce qu'elle ne l'était plus à cette époque-là. Donc, ça, c'est et donc, nous avons été discuter cette politique-là avec les Russes. Donc il y a eu, si vous voulez, beaucoup de discussions avec l'Académie des sciences russes là-dessus. Donc ça a été un premier pas. Alors, après la période Yeltsin en Russie, donc, qui a été une période de pillage et d'effondrement de la pauvre Russie, donc sont arrivés au pouvoir, est arrivé au pouvoir, donc notamment quelqu'un qui s'appelle Primakov, Evgeny Primakov, qui était l'homme qui avait fait toute la politique russe dans les pays du Moyen-Orient, en Inde et en Chine, dans ces pays-là. Et c'est lui donc, qui va le premier rétablir cette option pour la Russie. Donc en parlant du triangle, lui il parlait du triangle stratégique Russie, Inde, Chine. Et donc, mais nous-mêmes, nous étions déjà complètement dans cette organisation-là. Et donc, ce qui se passe, c'est donc en 1996, il y a cette conférence très importante en Chine, qui est une conférence organisée par le gouvernement chinois, c'est donc le ministère du Transport, avec d'autres. C'est une conférence internationale à laquelle est invitée l'Union européenne, qui s'est fait représenter par Sir Leon Britton. Et donc, c'était des institutionnels. Je n'ai pas vu dans la liste des gens qui participaient des think tanks. Et pourtant, Helga Sepp-Larouche, elle est là. Elle est là, elle parle à la tribune de cette conférence. Comme Britain et tous les autres. Et je crois que j'ai l'impression, peut-être je me trompe, je ne sais pas si Jacques sait mieux, mais je crois qu'il y avait eu des discussions, donc avant, préalable, entre nous et les Chinois pour organiser cette conférence. Voilà, donc et donc c'est la première fois en 1996 où cette politique de nouvelle route de la soie est lancée. Mais là, nous sommes donc sous le gouvernement de Jiang Zemin. Et tout de suite après, il y a la grosse crise asiatique qui se déchaîne. Et donc, les Chinois considèrent qu'il n'y a pas les conditions pour vraiment mener cette politique de nouvelle route de la soie et elle est remise à plus tard. Et là, avec Xi Jinping, donc, les conditions sont réunies pour et la crise économique occidentale pour lancer cette politique. Oui, je vais vous raconter un élément d'histoire personnelle qui en fait vous donnera un sens peut-être de l'origine de l'organisation. Parce que j'étais aux États-Unis entre 1974 et 1977. C'est là que j'ai connu ce mouvement. Alors, j'étais allé aux États-Unis nommé par l'administration française. Pour moi, c'était terrible. Je me trouvais allé dans ce que Che Guevara appelait le ventre de la bête. Et je n'aimais pas les États-Unis.
Donc pas du tout. C'était pour moi l'impérialisme mondial qui écrasait autrui. Alors, qu'est-ce que je vois aux États-Unis? On m'entraîne au bout d'un certain temps, c'est en 1974, à une réunion de ce que Christine a appelé National Caucus of Labour Committees, le NCLC. Et c'était Larouche qui parlait. Alors, sur les faits, ça me paraissait un peu excessif, et un peu, mais alors, sur la manière de penser, là, je trouvais quelque chose qui correspondait à tout ce vers quoi me diriger, ce que je pensais être pour moi le meilleur. Et je voyais s'élaborer devant moi. Il parlait, pas en récitant un texte, il parlait comme vraiment quelqu'un de vivant, touchant à quelque chose d'extrêmement profond. Alors, je me suis intéressé à ce mouvement, et pour ajouter à ce que Christine a dit, j'ai vu qu'il fondait d'abord une publication qui s'appelait EIR, Executive Intelligence Review, 1974. Et on m'avait pris comme ça, alors imaginez-moi, moi je travaillais comme conseiller commercial, et le soir j'allais là-bas vendre Executive Intelligence Review au téléphone. Donc j'étais très content, j'avais réussi à en vendre 2 la première fois. On commençait à faire ces choses-là. Alors Executive Intelligence Review, qu'est-ce que c'était? C'était la carte du combat mondial opposant l'oligarchie destructrice, prédatrice, au parti, je dirais, des créateurs. Tout ce qui portait la capacité de créer, de connaître, de comprendre et de rendre le monde meilleur. Et il y avait en même temps une autre publication qui s'appelait Campaigner. Et ce Campaigner, c'était l'organe de réflexion intellectuelle sur ce combat. Alors c'était dès le départ, pratiquement, les conceptions, et ça touche au sujet dont je vous parlerai demain, les conceptions de Platon contre celles d'Aristote. Et comment il y avait ce combat à travers toute l'histoire. Alors évidemment, ça paraît peut-être quelque chose d'abstrait par rapport à ce qu'a dit Christine, pas du tout. Parce qu'il y a d'abord une première chose qui se produit à ce moment-là, c'est que Helga Zepp-Larouche, en août 1974, est à une conférence du Club de Rome à Bucarest. Et là, elle crée le scandale absolu, total dans ces milieux-là. Elle est haïe depuis ce moment-là par ces milieux-là. Parce qu'elle dit, vous êtes une bande de Malthusiens, ce que vous voulez, c'est réduire la population du tiers-monde et la détruire. Et ce que vous faites, c'est fasciste et vous êtes le nouveau fascisme, même avec des couleurs libérales, roses ou autres. Et à ce moment-là, le grand scandale dans la salle, l'ethnologue très connu à l'époque, Margaret Mead, la poursuit à coups de parapluie dans la salle. C'était vraiment un scandale énorme, vous ne pouvez pas imaginer. Je suis content, il faudrait qu'on reproduise ce genre de scandale. C'était formidable. Alors, entre-temps, en 1975, un dimanche, je reçois le New York Times. C'était le 5 février 1975. Et je vois le numéro du dimanche. Et qu'est-ce qu'il y a? Les thèses du Club de Rome. En première page, l'étranger de la guerre de 14, où on voit des soldats français qui tuaient tous les blessés parce qu'on ne pouvait pas survivre. On ne pouvait pas traiter les blessés, alors ils tuaient d'abord les blessés ennemis, puis ils ont tué les blessés français. Et j'ai eu confirmation après ça par quelqu'un qui a combattu dans cette guerre, qui avait une drôle de chose sur son bureau, qui était une balle taillée en couteau, avec laquelle on égorgeait les gens. Donc ça existait dans les tranchées de 14, hein, vous devez le savoir, ces choses-là, il faut les savoir. Et ce que vous avez devant vous dans l'histoire aujourd'hui, il faut vivre celle du passé pour comprendre ce qui pourrait se préparer. Donc, je vois ça, je vois en première page, en deuxième page, il y en a qui vont vivre, il y en a qui vont mourir. Alors, c'est la célèbre photo de l'Éthiopie, c'était la famine d'Éthiopie, vous voyez tous les corbeaux et les vautours poursuivre des enfants complètement mourants, et qui n'avaient plus rien, avec le ventre gonflé et tout le reste. Et puis, une analyse en disant le monde est composé de ressources limitées, et c'est comme un canot de sauvetage, il faudra en jeter par-dessus bord, parce que le canot est trop plein, et s'ils ne sautent pas d'eux-mêmes, il faudra les forcer à sauter. C'est les thèses de Forrester et Meadows. Moi, quand je vois ça, je dis, mais c'est épouvantable, c'est ça dans le New York Times ce dimanche, cette revue libérale, soi-disant un peu de gauche américaine, mais c'est... Je rêve ou quoi? Je me dis, non, je vais engager ma vie, et je vais donner ma vie à cette chose, parce que c'est absolument pas possible que les choses continuent comme ça, et que ces gens aient en tête ces plans. Alors, après... On arrive à 1976, et là peut-être on a atteint des sommets, il y en a eu plusieurs, mais des sommets historiques de l'organisation. Parce qu'il y a la réunion des pays non alignés à Colombo, et mon ami à l'époque, Fred Wills, qui est le ministre des Affaires étrangères du Guyana, y va et sort les idées, les thèses de Larouche et le plan pour une nouvelle banque internationale de développement.
Et c'est accueilli par tout le monde hein, comme quelque chose de... C'est ce qu'il faut faire. Et à ce moment-là, en particulier, tous les pays occidentaux tombent dessus, tous les services de renseignement se mobilisent pour que ça n'ait pas lieu. Et j'ai vu ça pendant tout mon séjour aux États-Unis. J'ai vu ça sous mes yeux apparaître comme j'ai vu, à l'époque, tous les 15 jours, débarquer une nouvelle secte venue d'Inde ou d'ailleurs, venue foutre la merde dans les mouvements de jeunes. Et c'est à ce moment-là qu'un homme politique américain, démocrate, qui s'appelait Eugene McCarthy, rien à voir avec l'autre, hein, il avait mené une campagne net and clean with Gene, net et propre sur soi avec Gene McCarthy. Et cet homme-là a essayé de fonder un mouvement de jeunesse. On a créé contre lui une émeute qu'on a provoquée, il y a eu des morts, et il a dû se retirer de la politique. Et dans la fin de sa vie, il a rencontré Larouche, pourtant sur lequel on l'avait beaucoup prévenu, il a dit « tuez mon héritier, tuez celui qui a essayé de créer un mouvement de jeunes, et ce mouvement de jeunes, il faudra le prolonger dans l'histoire. » Donc, s'il vous plaît, que la prochaine fois, dans cette salle, il y ait beaucoup plus de jeunes, et que vous nous les ameniez. Voilà ce que je vais vous dire en conclusion de ça. Et à ce moment-là, on fera tout ce que Christine vous a dit, et tout ce que je vous dirai demain, qui me rendra peut-être un peu impopulaire, parce que je vais partir de cet effort pour penser qu'on doit faire, et s'assurer qu'on puisse convaincre l'autre, parce qu'on est dans une époque, disons, où les choses sont peut-être beaucoup moins sanglantes apparemment, encore qu'en réalité non, mais est beaucoup moins excitantes que dans ces années dont a parlé Christine. Donc rendons-les excitantes pour pouvoir arriver à ce qu'on s'est fixé, répondre à la question qu'on posait tout à l'heure, pour arriver à ce qui a été dit. Et il y a une chose que je veux souligner pour terminer, c'est que toujours les humiliés, les offensés, les plus pauvres, c'est ceux auxquels nous avons pensé. Pas comme une dame patronesse à la sortie de l'église ou un monsieur patronneur à la sortie d'une secte maçonnique. Non, simplement parce que nous pensons que là est le futur du monde et que là peut se trouver un nouvel Einstein, un nouveau Mozart, quelqu'un qui dans le monde amènera que perdre cette ressource, c'est quelque chose d'inouï et que personne ne peut accepter. Donc voilà pour commencer ce que je vais vous dire suite à ce qu'a dit Christine, qui vraiment vous donne cette idée que vous êtes très loin d'être seul. Cependant, les autres n'ont pas beaucoup de courage pour parler, il faut le leur donner. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou... Moi, j'aurais une question à Jacques, parce que moi je suis de 67, voilà, naissance en 67, et Jacques a certainement dû connaître à ce moment-là, 78, les accords de Jamaïque. Les accords de Jamaïque, donc pour les droits de tirage spéciaux, ce système s'est mis en place. Donc comment est-ce que Larouche a vécu cette période? Et toi, Jacques, comment vous l'avez vécu? Ben, Larouche a été le premier à dire, le 15 août 1971, que le détachement de l'or et du dollar était une catastrophe, parce qu'on sortait de l'ordre, certes pas parfait, mais au moins d'un certain ordre de Bretton Woods, pour un système de dérégulation. Et qu'à la dérégulation des mœurs, c'est-à-dire ce qu'avait apporté le dévoiement de mai 68, où il y avait une exigence de justice, hein, mais qui a été dévoyée dans l'absence de loi, il est interdit d'interdire, et toutes ces opérations dont Christine a parlé. Et à cela correspondait la même chose, la dérégulation dans le domaine financier, avec quelques années de retard, parce qu'il fallait préparer le plan social avant d'appliquer le plan financier. Et que les accords de la Jamaïque, c'est la consécration de ça. De comment tenir le plus longtemps possible le monde. Alors, évidemment que ça ne pouvait pas tenir, mais ça a permis de créer progressivement une dérégulation encore plus grande et de créer une situation où il devenait
de plus en plus difficile d'avoir un système nouveau. C'est ce que Larouche a essayé de faire avec l'initiative de défense stratégique, après repris par Reagan, entre l'Est et l'Ouest. Et c'est pour ça que Larouche a choisi ce domaine militaire pour faire cet accord en vue d'une paix où les retombées du militaire passeraient dans le civil et permettraient un développement économique général. Et qu'à ce moment-là, on pousserait de l'avant la possibilité d'une monnaie soutenant ça, et pas deux monnaies, de plusieurs monnaies, comme dans l'accord de la Jamaïque, qui en réalité soutenait un système d'escroquerie et de fausses monnaies financières. Voilà. Ma deuxième question repose sur 2 points. C'est une question, mais répartie en 2 points. Cette route des soies qu'on parle, l'initiateur, si j'ai bien compris, c'est la Chine. Mais est-ce que, quelque part, il n'y a pas une stratégie géoéconomique qui est derrière? Et comment est-ce que la Chine a pu quand même inventer, si j'ose dire, cette route des soies? Et cette route des soies, elle commence d'où jusqu'où par rapport à la globe terrestre, et là où il y aura vraiment une richesse, est-ce que cette région-là sera bénéfique ou on verra toujours ce qui se passe dans les différentes colonies depuis la nuit du temps, que les colons, ils arrivent sur ces régions, ils prennent comme ils veulent, et que la population sur place est délaissée en misère, et puis on dit du n'importe quoi. Merci. Ben, disons que concernant la Chine, c'est clair que c'est une politique qui est de son intérêt, sinon il ne le ferait pas. La politique de route de la soie, c'est quelque chose qui va lui permettre d'avoir un commerce beaucoup plus grand, de développer de bonnes relations de voisinage avec les personnes, les pays concernés, de permettre d'avoir ces matières premières, notamment le pétrole, le gaz, ce qu'elle peut avoir de l'Asie centrale parce qu'elle ne l'a pas elle-même. Elle pourra aussi avoir de bons contrats agricoles pour avoir plus de nourriture qu'elle n'a pas l'espace dans son pays pour le faire. Donc c'est clair que c'est une politique de l'intérêt de la Chine. D'ailleurs, la Chine, c'est pas la première fois qu'elle mène cette politique de route de la soie. La première route de la soie était sous la dynastie Han, donc c'est 200 ans avant Jésus-Christ, et ensuite sous les Tang, sous les Song, donc déjà en 600 et en 900, sous les grands moments de fort développement de la Chine, elle a toujours utilisé cette route de la soie à travers l'Asie centrale et la route de la mer, en passant ensuite par le canal de Suez. Donc c'est quelque chose qui est de son intérêt, mais c'est aussi d'une autre. C'est aussi des pays concernés, puisque donc la Chine aujourd'hui est très développée, elle a beaucoup de capital, les autres pays n'en ont pas du tout. Il n'y a pas du tout accès à du capital pour des infrastructures. Mais même la France aujourd'hui, par exemple, ne peut pas construire un simple canal, le canal Seine-Nord, parce qu'elle est endettée, parce que l'Union européenne ne la laisse pas, etc. Donc la Chine c'est un capital qu'elle peut prêter. Et donc ces pays-là, par exemple, les chemins de fer qui sont faits en Afrique actuellement, entre Djibouti, Nairobi, etc., sont des chemins de fer qui visent à créer un marché intérieur, donc en Afrique, où les gens peuvent commencer à commercer. Parce que si on regarde le niveau d'échange aujourd'hui entre les pays africains, c'est très minimal. Il n'y a pas un marché intérieur, tout vient de l'extérieur. S'il n'y a pas de transport, il n'y a pas les conditions de créer un marché intérieur. Donc, après, si vous voulez, les affaires, c'est les affaires. Donc, c'est à chacun de défendre son intérêt propre et de le faire correctement. Les Chinois ne sont pas des anges des anges du bien, si vous voulez, qui vont en tout se porter bien et faire le bien des autres. Mais ils créent, donc, dans la possibilité de créer un système
gagnant-gagnant, et c'est ça qui est important et qui n'existe absolument pas aujourd'hui sous le système de consensus de Washington. Voilà, donc c'est ce que nous pouvons dire. Mais sinon, c'est dans la culture, c'est quelque chose qui est tout à fait dans la culture de la Chine, de cette politique de route de la soie. C'est dans ses gènes quelque part. Oui, alors la question que je me pose par rapport aux expériences précédentes, c'est comment s'assurer que la Chine ne reproduise pas elle-même un système de paradis fiscaux. Parce qu'à ce moment-là, où est la dynamique si on retombe dans la même sauce? Je ne sais pas, c'est une supposition, bien sûr. Donc il y a... oui, c'est un problème. Il y a une partie, donc il y a de la spéculation financière en Chine, mais par rapport à la situation en Occident, toute l'économie chinoise ne repose pas sur l'économie, sur la spéculation financière. Il y a une partie plus importante, c'est effectivement un développement très grande de son économie physique, transport, fluvial, industrie, de toutes sortes. Mais une partie financière existe. Et là, même encore maintenant, par rapport aux puissances occidentales, plus un sens du danger que ça représente pour elles. Vous voyez, elle vient d'interdire le Bitcoin, par exemple, et au niveau des banques, il y a une séparation bancaire donc, qui existe entre les banques d'affaires et les banques de dépôt. Mais le caractère chinois est aussi joueur. Et donc, c'est une question pour la Chine, pour les dirigeants chinois, de pouvoir réellement continuer à éduquer leur population. Ils sont joueurs et ils aiment l'argent. Donc, ils n'ont aucun complexe par rapport à l'argent, même lorsqu'ils sont très sains d'esprit. Donc, l'argent, c'est un fait de la vie et un point, c'est tout. Donc, alors, c'est pour ça que c'est pour contrer donc, certains des excès massifs qui ont eu lieu donc, depuis 30 ans parce qu'il y a eu une croissance folle donc, dans certaines parties de la Chine. C'est pour contrer cette fuite en avant dans des comportements cupides. Donc que Xi Jinping fait appel à nouveau à Confucius, parce que Confucius c'est vraiment la vertu, et donc Confucius c'est la sobriété, donc total en termes de vie. Et donc c'est un moment de Confucius pour la Chine, justement pour essayer d'orienter le peuple, continuer ce processus de perfectionnement du peuple. Mais bon, c'est une bataille constante, hein, c'est pas gagné. Oui, je pense que, je suis même certain, qu'avant de se poser des questions sur la Chine, il faut se poser des questions sur soi-même. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ou qu'est-ce qu'on a mal fait? Et je peux vous dire, prenons les chemins de fer. J'avais un ami africain qui était un ingénieur et qui s'est battu pour son pays, en France, parce qu'il faisait partie de la diaspora, pour faire des chemins de fer le long des côtes et côtes intérieures, mais aussi le long des côtes, parce qu'il ne voulait pas que le système côte intérieure soit un système de pillage. Il a été rejeté de partout, il a fini clochard. J'avais un autre, on peut l'appeler, oui, ami, qui s'appelait Michel Rocard. Il voulait faire une boucle de train passant à partir d'Abidjan, en passant par Niamey, au Niger, et redescendant vers la côte, vers Lomé, de l'autre côté. Bolloré l'a piqué. Lui-même a été extrêmement surpris de voir qu'on lui avait piqué son projet. Donc voilà pour nous. Maintenant, prenons les Chinois. Les Chinois ont fait, pas dans notre Afrique, puisqu'on ne les veut pas, mais dans l'Afrique de l'Est, où on les veut, 2 chemins de fer. Maintenant, celui qui va de
Addis Abeba à Djibouti, et l'autre de Nairobi à Mombasa. Dans le Nairobi à Mombasa, et Sébastien Périmoni voudrait vous en parler, même McKinsey, l'agence américaine, anglaise, anglo-américaine, qui n'aurait aucun intérêt à dire du bien des Chinois, disent que les Chinois, en effet, ont engagé 89% de main-d'œuvre africaine dans un travail de pointe et ont formé des gens. Donc, voilà, moi je m'en tiens à ces éléments. Maintenant, allons plus loin. Les Chinois ont aussi fait une usine de chaussures en Éthiopie, à Addis Abeba, où ils payent les gens en moyenne, je crois que c'est 50 € par mois. Et on dit, c'est terrible, ce sont des buveurs de sang. Et on voit des Chinoises qui maltraitent en effet des employés là-bas. C'est vrai, mais 50 €, ça va mieux que rien à Addis Abeba, hein, d'une part. Et d'autre part, évidemment, rien dans le monde n'est sans contradiction, comme l'a dit Christine. Donc, ça suppose qu'il y ait de notre côté, tant en France qu'en Afrique, des gens qui négocient avec les Chinois pour que ce soit vraiment gagnant-gagnant. Alors, de ce point de vue, ils l'ont dit. Hein. Xi Jinping, vous devriez lire avant de parler, Xi Jinping, le discours donc, au 19e congrès du Parti communiste, qui est très très intéressant. Et Christine me l'a fait connaître, me l'a fait lire, et je l'ai lu en détail. C'est extrêmement intéressant par rapport à tout ce que vous pourriez penser. Alors, il y a aussi une série d'autres déclarations et de faits, de grands travaux d'infrastructures dans le monde. Alors que nous, on n'est pas foutus d'en faire. Donc, par rapport à ça, on n'a pas beaucoup le choix. C'est-à-dire, eux le font, d'autres ne le font pas. Donc, pour qu'ils le fassent mieux, parce que rien n'est parfait, nous devons nous battre. Mais la bataille doit être celle-là. Ce n'est pas la bataille contre ce qui est fait, mais que c'est la bataille pour que ce soit mieux fait par rapport à l'époque actuelle. Si vous voyez les États-Unis, c'est un des pays au monde où les infrastructures sont dans les États le plus délabrés. Je ne sais pas si vous le savez. Non, ben c'est plus délabré. Trump veut mettre 1000 milliards, mais sur combien? 10 ans. Bon. Et 200 milliards de la part de l'État américain. Le reste, il espère que ce sera le privé. Tout le monde sait que le privé ne suivra pas, parce que les infrastructures, ça ne rapporte pas assez à court terme. Donc, il met ça, mais par contre, ça fait à peu près 200 milliards d'État par 10 ans, ça fait 20 milliards par an. En 2 ans pour l'armée, 176 milliards. Donc ça vous donne une idée de qui a une politique de montée en force militaire et qui l'a pas. Donc, il faut réfléchir à toutes ces questions-là, les mettre en perspective et en parallèle, et saisir l'occasion autant qu'elle peut être saisie. Mais ça dépend de chacun d'entre nous ici, et du combat qu'on mènera. Sans ça, on peut beaucoup parler de nouvelles routes de la soie, mais on ne sait pas ce que c'est. Et c'est quelque chose de vivant, ça bouge, ça avance, parfois ça écrase, la plupart du temps ça élève. Donc, comment on traite ça? Et on traite ça en disant, écoutez, ce que Macron a assez bien dit, vous voyez, et vous me demandez beaucoup d'efforts, j'aurais du mal à dire du bien de Macron, mais son discours de Xi'an était un très bon discours, formel, hein. Bien sûr, il faut voir ce qui suivra, pour l'instant rien ne suit. Mais c'est l'idée que, comme il y a du développement, ensemble, on peut rêver l'avenir et voir comment on le fera, à condition d'être rigoureux et à condition de se battre pas à pas pour que ce soit fait. Il a dit, Macron, même si c'est à tâtons dans le noir. Je trouvais que c'est une belle formule. Donc c'est là le sens de la bataille. Alors ça peut dire que Macron soit l'idéal, loin de là. Si vous me lisez, vous savez combien je l'attaque. Mais il y a une occasion à saisir. Et nous, dans toute notre histoire, cette nouvelle route de la soie, mais c'est ce que Fred Wills défendait en 1976 à Colombo. C'est un nouvel ordre économique et monétaire international. C'est ça. Et si vous comparez le discours de Xi Jinping au 19e congrès et ce que disait Fred Wills à Colombo en 1976, vous voyez, c'est exactement, c'est pas exactement la même chose, mais c'est exactement la même intention. Ou López Portillo au Mexique en 1982, qui voulait lancer la bombe de la dette, l'annulation des dettes, pour pouvoir investir dans les infrastructures et se débarrasser de cette dette qui ne pourra jamais être remboursée de toute façon, sauf avec le sang. Donc voilà comment je poserai la question. Et c'est là que chacun d'entre nous, c'est ce que j'essaierai de montrer demain, doit pousser plus loin la manière dont il pense pour intervenir
dans l'histoire de son temps là où il est. Et probablement aussi là où il n'est pas. Non, juste par rapport à l'Afrique, c'est ce que la France ne fait pas. Nous avons été invités avec Jacques en 2010, je pense, aux célébrations du 50e anniversaire de l'indépendance des pays africains au Niger. Nous avons été invités au Niger et nous avons été reçus nous avons été vraiment parmi toute l'élite de ce pays-là. Et ce qui est terriblement choquant, c'est ne laissez plus personne, quiconque, vous parler de ce que la Chine fait là-bas ou ne fait pas, parce que ce qui est complètement choquant, c'est que ce pays-là, qui est un très beau pays, avec des gens tout à fait intéressants, parce que ce sont des pays qui ont une histoire, en fait, une histoire des grandes villes et tout ça. Eh bien, ce pays-là, je pense qu'il est le 19e pays le moins développé du monde. Il n'y a rien, zéro. Il n'y a pas la moindre école française ou école qui aurait pu être créée, ou des chemins de fer. Il n'y a tout simplement rien. Et c'est le pays où la France extrait son uranium depuis le tout début. C'est-à-dire qu'un pays d'où on extrait une richesse fabuleuse pour la France. Et ça, c'est ça qui ne va pas. De ne pas avoir eu l'agapé, en fait, l'intention de développer ce pays, donc au moment où on est là et l'aider à créer des infrastructures. Et ça, c'est complètement choquant. Oui, une chose qui, dans la discussion, peut disparaître et qui serait dommage. Il y avait une dictature au niveau mondial. 70, au début des années 70, le système dollar domine le monde, point. La Chine est le premier moment de l'histoire, et la route de la soie, le premier moment de l'histoire qui renverse ce monopole. Nous, vis-à-vis de ça, et moi personnellement, on a fait des multiples tentatives. Quand on rencontre Madame Gandhi, nous espérons bien que l'Inde deviendra ce qu'aujourd'hui est devenue la Chine de Xi Jinping. Quand nous rencontrons Lopez Portillo, nous espérons bien que l'Amérique latine va renverser ce qu'on appelle le système dollar. Et nous avons rencontré beaucoup d'occasions manquées. Ce qui se passe avec la Chine, c'est simplement la première occasion réussie de contrebalancer ce monopole. Donc, si demain matin, l'Indonésie veut devenir le 3e partenaire, si après-demain matin, le Nigeria veut devenir le 5e, le 4e, etc., il y a de la place pour tout le monde. Donc, notre rôle me paraît être justement de rappeler qu'il y a de la place pour tout le monde et qu'il faut simplement ouvrir cet espace. Et la Chine n'a pas vocation de rester toute seule à se battre contre l'empire monétariste. Pourquoi pas être 15 ? Bonsoir. Tout à l'heure, tu as évoqué Martin Luther King, tu as évoqué en Russie, à l'Académie des sciences, je ne sais plus qui a dit Larouche, on va faire... allô, c'est bon ? Donc Martin Luther King, un Russe à l'Académie des sciences qui a salué son travail. Il y a beaucoup de grands hommes, enfin voilà, des gens comme ça qui sont très connus, qui ont fait beaucoup de découvertes. Qu'est-ce qui fait que Larouche est si particulier pour être à ce point reconnu et pour avoir finalement réussi à produire, à inspirer ce nouveau paradigme? Donc c'est quelqu'un qui n'a jamais respecté les autorités établies ou les théories donc, établies en tant que telles, parce que ça c'est une des choses qui empêche les gens de réfléchir, en fait, d'être créateurs. C'est lorsque on est complètement aveugle par rapport au paradigme qui nous domine, que ce soit dans la science, dans
dans la connaissance, dans le monde. C'est quelqu'un d'excessivement curieux et qui, dès qu'il est très jeune, donc y compris dans les salles de classe, il ne supporte pas qu'on lui impose des choses, des théories qui lui semblent arbitraires. Il veut toujours aller au fond de choses. Ensuite, je ne sais pas quels sont qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Donc, pour réellement donc faire germer donc cette personnalité. Mais il s'est toujours inspiré des meilleurs courants aussi de la connaissance humaine. Par exemple, la physique, plutôt que les mathématiques formelles, par exemple. S'il va beaucoup s'intéresser à ce courant de pensée, comme Gauss ou Pascal, pourrait-on dire, ou des gens comme ça. Ensuite, c'est la philosophie aussi, les grands penseurs et ceux qui font appel à l'esprit humain et qui mettent cet esprit humain en relation avec l'univers comme un tout. C'est Beethoven. Donc, Beethoven n'est pas, c'est pas à l'exclusion des autres, mais Beethoven parce qu'il donc il y a une force de pensée très grande. Et enfin, donc le fait d'être insupporté par la justice par rapport aux Noirs, la justice par rapport aux pays du tiers-monde, la justice en général, et de vouloir absolument faire quelque chose. En tout cas, ça, c'est les choses que, comme ça, à brûle pour point, je pourrais dire. Bon, après, il y a sans doute d'autres choses. Je ne sais pas si, Jacques, tu as d'autres intuitions. Non, ma réponse sera pratiquement demain. Larouche est quelqu'un qui, dans toute sa vie, à chaque instant, a toujours été dans la chasse à la sagesse. En tout cas, comme dirigeant politique, il a été toujours très extrêmement, une école absolument énorme pour nous. C'est parce que, si vous voulez, il décèle les problèmes donc, qui peuvent avoir une importance très grande. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes en France, si vous voulez, avec une épidémie de rougeole qui est en train de tuer des gens. La grippe tue des gens en France aujourd'hui. C'est fou par rapport à un pays industrialisé comme la France. Eh bien, ça fait je sais pas, peut-être une vingtaine d'années que Larouche, qu'on avait beaucoup discuté de ça avec Larouche. Larouche, il voyageait, donc il était aux États-Unis, mais il venait ici en Europe. Et quand il venait en Europe, donc toute la direction du mouvement était mobilisée pour voir ce qu'il quelles étaient les nouvelles. Et bien, dans ces discussions, une fois, on a énormément discuté de quelles sont les conditions qui amènent une société à connaître une chute telle de son niveau de vie que ça l'entraîne tout de suite dans un paradigme de maladie, de plus en plus des épidémies en fait. Et comment ça se passe. Et donc à cette époque-là, on avait discuté que si on continuait, que si le monde continuait à continuer en crise, à perdre ses capacités économiques et de santé, on allait créer une situation globale dans le monde dans laquelle les épidémies reviendraient comme avant. À ça se rajoute le fait qu'il y a une campagne massive de différents milieux contre les vaccinations. Donc une espèce de chose, on avait toujours considéré dans le pays de Pasteur que le vaccin était une très bonne chose, même s'il y a des fois des problèmes. Donc tout ça se combine pour nous donner une France aujourd'hui voilà, où il y a une épidémie de rougeole, les gens meurent, il y a de plus en plus de cas de palu, de tuberculose, ce genre de choses qui ne devraient plus du tout exister. Eh bien, c'est de ces choses-là que Larouche perçoit peut-être 20 ans, 30 ans avant, c'est qu'il dit voilà, on va vers ça. Il faut agir. Et dans ce cas-là, donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous irons voir les meilleurs spécialistes, les meilleurs scientifiques sur ces questions-là, voir comment est-ce que on peut s'inspirer de ça pour créer les conditions pour nous battre contre ça. Et dans le cas de ce projet sur les épidémies, donc il y avait eu aussi la maladie du sida qui s'était développée. Donc du coup, on avait
nous, la réaction de notre mouvement, c'était pas de dire, voilà, je sais pas, c'était d'organiser une conférence Pasteur, sur Pasteur, pour voir comment les méthodes de Pasteur, donc par rapport à l'épidémiologie, par rapport à la compréhension du corps humain, permettrait de faire face à cette épidémie. Et donc, en organisant une conférence Pasteur, nous nous sommes mis en rapport avec tous les spécialistes de Pasteur. Donc, tous les adhérents de notre mouvement ont été amenés à s'intéresser à Pasteur, à pouvoir maîtriser ses idées. Et donc, ça donnait toute une poussée, si vous voulez, des gens en France qui parlaient au pouvoir public, aux députés, dans les campagnes politiques de ces questions-là. Si vous voulez. Donc, voilà, c'est comme ça que ça marchait à chaque fois. Sinon, mais pareil, si vous voulez, pour toute autre question, l'espace, par exemple, Mars, c'est donc, voilà, donc Larouche arrive, Mars, pourquoi c'est important? Voilà, 1, 2, 3, 4, tout d'un coup, une équipe se forme pour étudier la question, pour la diffuser, pour la connaître. Donc, ça a été toujours une école extrêmement formatrice, si vous voulez, où on a traité, où il a voulu qu'on traite toujours les problèmes les plus immédiats, donc en fonction, si vous voulez, des meilleures conceptions que l'humanité avait développées. Et parfois, même en remontant à Platon enfin, là où il faut remonter pour trouver les véritables sages. Donc c'est une conception complètement autre de la politique aujourd'hui. On a l'habitude d'une politique qui est de plus en plus corrompue, c'est le coup bas, il n'y a aucune espèce de volonté d'avoir des idées. Ça, c'est à chacun d'avoir celle qu'il peut avoir, donc il peut attraper quelque part, ou sinon donc on va tous, je sais comment il s'appelle, Buisson. À droite, on va tous chercher les idées de Patrick Buisson, enfin, comment il s'appelle. Enfin bref, c'est ça qu'il faut changer, si vous voulez, en termes de... C'est le type de l'extrême droite maurassienne qui aspire toutes les vauquaises de la politique en France aujourd'hui. Donc c'est voilà ce que nous avons à faire, c'est élever constamment le débat et se donner le droit, si vous voulez, de dire voilà, nous on veut moins, on ne peut pas supporter cette politique-là. Et ce qu'il nous faut, c'est du contenu, du fond, c'est des idées. Et à ce moment-là, on comprendra mieux la Chine, parce que la Chine, elle le fait, ça, ce que je viens de décrire depuis une bonne trentaine d'années, donc elle est dans une dynamique positive et gagnante.